Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Béatrice Mathieu. Bonjour Béatrice. Bonjour. Rédactrice en chef à l'Express, Olivier Redoulès. Olivier, bonjour. Bonjour. Directeur des études de Rexecode. Et j'ai le plaisir d'accueillir Dorothée Rouzet. Bonjour Dorothée. Chef économiste de la Direction Générale du Trésor. Dorothée, j'ai envie de commencer avec vous. On nous parle d'un coût de cette loi spéciale, donc la loi qui va permettre d'assurer les services minimums, en quelque sorte, des services de l'État pour les premières semaines de l'année, du mois de janvier, peut-être février si les discussions continuent. Mais on a beaucoup dit que cette loi spéciale allait coûter 12 milliards d'euros. Pourquoi ce chiffre de 12 milliards d'euros ? Est-ce que c'est vraiment ce que va coûter la loi spéciale si on arrive à avoir un budget d'ici la fin du mois de janvier, comme on l'espère ? Bon, d'abord, je pense qu'il y a pas mal de chiffrages qui ont circulé, qui essayent de faire quel est le coût de la loi spéciale si elle dure toute l'année. Ça reste un scénario très théorique, au sens où c'est vraiment pas fait pour ça. C'est plutôt fait pour faire le pont jusqu'à l'adoption du budget. Donc quand on parle de quel va être le coût de la loi spéciale, ça dépend déjà de est-ce qu'on parle de quelques semaines ou est-ce qu'on parle de plusieurs mois. Si on est sous loi spéciale jusqu'au printemps, donc c'est 12 milliards. C'est très différent de si on a un budget au 15 janvier. Enfin, c'est un coût annuel, on est d'accord. Ensuite, alors, le coût, il y a un peu trois catégories de choses. D'une part, du côté de l'activité économique, est-ce qu'on perd en PIB ? On a vu que ça a plutôt pas mal résisté en fait l'année dernière. Voilà, on a l'exemple de 2025 quand même. Voilà, on a eu un coup quand on regardait les enquêtes auprès des entreprises, etc. Au début, à l'automne, au moment de la discussion budgétaire, où en fait on avait déjà la partie incertitude, et au début de l'année, en revanche, comme le budget a été voté dès le mois de février, finalement ça s'est assez vite dissipé. Il reste que là aussi, ça dépend un peu. Si c'est quelques semaines, c'est pas très grave. Si la situation doit se prolonger pendant plusieurs mois, là on peut s'attendre à ce que l'incertitude sur les mesures fiscales notamment conduise quand même à un certain attentisme de la part des ménages et des entreprises. Est-ce qu'on sait combien ça a coûté sur 2025 ? Le Trésor a fait les évaluations ou pas ? On n'a pas fait d'évaluation de ce type. Il y a des estimations type de l'OFCE notamment qui chiffrent autour de 0,2 points de PIB. Alors tout ça reste toujours un petit peu chiffre pris par la Banque de France aussi, parce qu'on avait aussi l'incertitude internationale avec Trump en même temps. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées. Ensuite, sur le contenu même de la loi spéciale, en fait, donc, quand bien même on aurait un budget adopté à un moment dans l'année, alors déjà, par rapport aux chiffres qui ont circulé, il faut tenir compte du fait que, contrairement à l'année dernière, on a un PLFSS qui a été voté. Oui. Donc sur les dépenses sociales, je dirais c'est bordé. Alors avec pas beaucoup d'économies, mais malgré tout, qui sont quand même donc avec un peu moins de dépenses que s'il n'y avait absolument aucun texte financier. Du côté des dépenses de l'État, finalement, la loi spéciale, elle gèle tous les crédits au niveau maximal, qui est celui qui a été voté pour 2025, avec normalement une gestion assez conservatrice sous ces plafonds. Donc on doit quand même normalement dépenser plutôt moins que ces plafonds. Mais le PLF déposé, qui est en cours de discussion, finalement, il gelait aussi les crédits de l'essentiel des ministères, voire certains en baisse, pour compenser par ailleurs la hausse des crédits des armées. Donc je dirais, sur le chiffre total, c'est pas forcément très différent. En revanche, ça veut dire que tant qu'on a une loi spéciale, on peut pas augmenter les crédits de la défense. Oui. On a sur les autres ministères, alors certains c'est un peu plus, certains c'est un peu moins, mais c'est pas forcément très différent. Mais quand même, ça veut dire qu'on finance pas nos priorités. Ça reste l'absence de un mode choix. dégradé, très clairement. Ça reste un mode dégradé où par ailleurs, les investissements, les nouveaux investissements, on peut pas faire, mais les dépenses de fonctionnement, je dirais usuelles, par contre, restent au niveau de l'année dernière. Et puis côté recettes. Et puis il y a les recettes. Côté recettes, en fait, donc ça reconduit les paramètres de l'année dernière. Et là, je dirais, il y a différents types de mesures selon le moment où un budget est vraiment voté. Il y a des mesures qu'on peut faire là aussi un peu en mode dégradé. C'est ce qu'on a fait l'année dernière sur les contributions exceptionnelles sur taxe de l'IR, contributions exceptionnelles sur les hauts revenus. On ne peut plus les faire sur les revenus 2025, mais on peut les faire comme ça a été fait l'année dernière sur les revenus 2026 avec un acompte important en décembre. Ça crée quand même de l'incertitude sur les chiffrages, puisqu'on fait un chiffrage sur des revenus qui ne sont pas encore perçus, qui peuvent être plus optimisables, etc. Mais malgré tout, la mesure peut survivre. Et puis il y a des mesures qu'on n'a plus le droit de faire, notamment sur l'impôt sur le revenu. En fait, tout ce qui concerne les revenus 2025, à partir du moment où on passe le 1er janvier, on n'a plus le droit de faire des mesures qui sont défavorables aux contribuables. Autrement dit, d'augmenter les impôts. Donc, par exemple, ce qui portait sur l'abattement de 10% à l'impôt sur le revenu pour les retraités, ou sur le fait de fiscaliser les indemnités journalières, des mesures comme ça. Ça passe à la trappe à partir du moment où on passe. Donc ça, c'est terminé. En même temps,
Ça avait été abandonné dans le projet de loi de finances pour 2026 aussi. Il y a différents scénarios. Il y a différentes étapes. Mais donc ça veut dire que c'est terminé. On a passé le 1er janvier, il n'y aura pas de rétroactivité fiscale entre possible. La rétroactivité qui fait que certaines mesures qui étaient envisagées, qui ont été parfois votées dans une chambre, pas dans l'autre, etc., mais que continuaient, celle-là tombe. Et par ailleurs, on ne peut pas introduire de nouvelles mesures tant qu'on continue l'examen du texte. Ça c'est la règle de l'entonnoir. Ça ne dépend pas du 1er janvier, mais ça veut dire, en gros, quand on continue l'examen, on ne remet pas des nouvelles mesures qui n'ont pas été débattues avant. Donc en fait, ça limite quand même pas mal ce qu'on peut faire sur le plan fiscal. Et il y a une grande question autour de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Est-ce que ça veut dire que, puisqu'on passe cette loi spéciale, vous avez possiblement des centaines de milliers de foyers qui rentreraient dans l'impôt au 1er janvier parce qu'on n'indexe pas seuil d'entrée? Là aussi, ça dépend combien de temps ça dure. Sur ça a été l'expérience de l'année dernière. Si on imagine un scénario où on est en loi spéciale toute l'année, non. La loi spéciale, on reconduit les règles de l'année dernière et par défaut, en fait, le barème est gelé. En revanche, tant qu'on a un budget qui est voté avant le printemps, il est toujours possible pour le Parlement de voter l'indexation du barème de l'impôt. Je dirais, tant qu'on n'a pas prépare pas l'émission de vos avis d'imposition, on peut encore changer. D'accord. Mais pas de panique sur la déclaration fiscale 2026. En tout cas, ça reste une option. Le scénario central, Béatrice Mathieu, pour le budget qui arrive là au mois de janvier. Ah oui, c'est la question. Alors, Madame Irma, à 400 000 milliards. Non, mais alors franchement, j'ai pas de boule de cristal. Moi, je pense que, à la différence de l'année dernière, le sujet va être presque encore plus politique que l'année dernière, puisqu'il y a en mars des élections municipales. Et donc, autant il avait été possible de sortir le 49.3 en janvier par le nouveau janvier 2025. Autant là, ça va être difficile puisqu'il y avait eu une promesse de ne pas l'utiliser. Et on voit bien que, notamment côté socialiste, plus les élections se rapprochent, plus politiquement, en fait, soit de ne pas censurer, soit de faire une sorte d'alliance, en fait, avec le camp macroniste, ils peuvent penser que politiquement, ils vont le perdre aux élections municipales. Donc, ça veut dire que on peut rester, pour des raisons purement de tactique politicienne, en fait, très popole. Oui. Non, mais là, on est complètement là-dedans. Dans ce Money Time, là, il est quand même très, très politique. Non, mais encore plus que l'année dernière, et qu'on peut rester dans cette situation-là au moins jusqu'au printemps et post-élection municipale. Ce qui veut dire que potentiellement le coût quand même peut être un peu plus important. Les 0,2 points d'incertitude, c'est ce que vous avez avec ces codes aussi, Olivier Rodoulès. C'est ce que nous avions, et nous nous sommes rendus compte effectivement que l'incertitude avait peut-être moins pesé sur la croissance de court terme que nous le pensions. Oui, la croissance 2025 est meilleure que prévu finalement. Alors, c'est quelque chose qui est vrai au niveau national, mais aussi au niveau mondial. En fait, globalement, au milieu de l'année, en juin, juillet, il y avait une forte inquiétude et les prévisions de croissance étaient au plus bas en France, mais aussi à l'international. Et depuis, on a vu une remontée graduelle des prévisions de croissance, nous inclus, avec un élément assez frappant, c'est que si on regarde la situation particulière de la France, c'est l'investissement des entreprises qui a plutôt surpris à la hausse. Alors, dans un contexte qui est celui d'une baisse quand même de 10% à peu près de l'investissement par rapport à sa tendance des dernières années. Donc voilà, on avait sans doute atteint un point où il fallait que les entreprises renouvellent un certain nombre de choses, que des projets qui avaient été reportés, il fallait quand même les mettre en place, et que les effets sans doute des incertitudes sont plutôt sans doute devant nous. Et c'est là où alors le débat sur l'effet de la loi spéciale sur l'économie à court terme, je pense, il faut pas se tromper en fait. Effectivement, quand on fait moins d'ajustements budgétaires, alors ça dépend bien sûr des leviers sur lesquels on appuie, mais on pénalise moins la croissance à court terme. Le vrai sujet, c'est le moyen terme. Là, ce qui se dessine, si un budget est voté, si on prend le dernier consensus, alors je parle sous contrôle de Dorothée qui connaît beaucoup mieux ces choses que moi, mais on est sur un déficit qui serait sans doute au-delà de 5%. Ça va être tout l'enjeu des dernières négociations dans la dernière ligne droite, c'est vraiment de cranter les 5% de déficit. Oui, mais du coup, en fait, on se retrouve dans une situation où on accroît la vulnérabilité de l'économie française à moyen terme, on crée des problèmes, des risques sur la soutenabilité de la dette. Alors, il faut
sans doute pas exagérer les choses, parce que ce sont des choses qui se décident à moyen long terme. Oui. Donc ça se joue pas sur une année. Mais cela étant, en fait, on se rapproche de plus en plus d'une situation qui devient de plus en plus compliquée. Alors avec en plus des échéances électorales en 2027, on voit pas trop un candidat gagner sur une promesse de plan d'austérité. De rigueur. Ça fonctionne pas trop. On n'a pas trop l'habitude en France. Donc en fait, ça complique un petit peu la donne à moyen terme. Et en fait, on risque de se dire, ouf, à court terme, on l'a échappé belle, mais en fait, en accumulant les risques et les chocs négatifs pour le moyen terme. Et ça, c'est le vrai sujet. Et puis, on sac budget de plus en plus compliqué, du coup. Celui de l'année prochaine, qui sera pré-élection présidentielle, bon courage, non, Béatrice Mathieu on va rester en loi spéciale jusqu'aux élections. C'est-à-dire, si on espère avoir un PLF 2026... En avril, le PLFSS 2026. Non, PLF pour l'État. 2026 oui, on l'aura aussi. Mars, avril, quelque chose comme ça. Vous êtes très pessimiste. Le président de la République a dit hier soir en Conseil des ministres qu'il fallait le voter très rapidement. Et Amélie de Montchalin l'espère avant fin juin. Avant fin janvier. Avant fin janvier, pardon. Fin janvier. Oh là là. C'est la fin d'année, on est tous fatigués. Avant fin janvier. Oui, mais pour les raisons que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un gros point d'interrogation sur ça et on va revenir à l'automne prochain dans la même séquence et sans doute rester dans ce... Moi je pense que la petite musique que l'on entend en disant finalement la croissance française a été résiliente, il y a des facteurs de résilience, c'est comme si on était en train un peu de regarder dans le rétroviseur. Et tant bien, c'est ce qu'on va faire dans cette émission. Et donc, je crains que les effets commencent à se voir sur 2026. On voit bien dans les chiffres sur la situation financière de pas mal d'entreprises, de TI, etc., sont quand même très mauvais, que les défaillances repartent à la hausse de façon très significative, que toute la vague de réindustrialisation, ce qu'on nous a chanté, etc., est quand même terminée, et qu'on a quand même, à mon avis, plutôt des mauvaises nouvelles devant nous que celle 2025 était une année finalement charnière et que je crains que on le paye en 2026. On le paye en 2026. Olivier. Le vrai sujet, c'est qu'on ne voit pas trop comment on va, de toute façon, s'attaquer au problème fondamental qui est notre dépense sociale, en particulier la dépense des retraites. On voit bien que ce qui ressort de l'Assemblée, même du Parlement de manière générale, c'est qu'il ne faut surtout pas toucher aux retraités, surtout pas toucher à la dépense sociale. Ça représente quand même la moitié de la dépense publique. C'est sans doute là que se trouve la vraie cause de notre déficit structurel. Si on ne veut pas toucher à ça, en fait, on se lit les mains. Les gens qui disent qu'il faut réduire le train de vie de l'État... Non mais Olivier, on ne peut pas toucher ça. Aujourd'hui, c'est un débat présidentiel. Et du côté, ça pose quand même, ça laisse une épée de Damoclès sur notre tête. Oui. Je pense qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du débat présidentiel sur l'avenir du système de retraite, etc. Il y a des choses qui aussi peuvent être faites année après année, mais je dirais là, on s'est lié les mains très concrètement pour cette fois-ci avec le PLFSS qui est voté. Quand on envisageait des mesures de sous-indexation partielle, etc., ça c'est des choses qu'on fait comme on fait parfois du rabot ailleurs, qu'on aurait pu faire. Mais c'est vrai que là, pour cette année, finalement... Pourquoi ça a chopé ? Parce qu'en CMP, ils n'ont pas trouvé de chemin qui permettait d'avoir un déficit pas trop dégradé, c'est-à-dire 5%. C'est un peu ça l'enjeu pour janvier. Concrètement, en fait, on s'est réjoui d'avoir une loi de financement de la sécurité sociale qui est votée. C'est sans doute mieux que le contraire. Mais en revanche, elle a un peu mangé toutes les marges pour le PLF. Puisque, je rappelle qu'on a un déficit de la Sécu à 24 milliards hors transfert de l'État, quand même, qui s'aggrave par rapport à 2025. Ont tout été rejeté et ça a été plus ou moins un peu limité les dégâts en faisant 4,5 milliards de transferts depuis l'État. Qui du coup, comme je disais tout à l'heure, maintenant on se retrouve avec une situation où on doit trouver un chemin en faisant reposer quasiment toutes les économies dans le PLF, avec des leviers en recettes qui sont un peu limités. Et donc, en fait, le seul chemin qui existe, c'est de refaire un gros coup de rabot supplémentaire sur la dépense de l'État, mais qui était déjà contrainte dans le texte. C'est ce que proposait Philippe Juvin. Et qui, en fait, ensuite, en termes d'impact sur la croissance, on va finir par couper dans les investissements, on va finir par couper dans des dépenses qui sont peut-être plus productives que certains pans de la dépense sociale, ou en tout cas que si on avait eu un effort plus équilibré. Mais aujourd'hui, il va falloir, en fait, à la situation où on est, se poser la question de est-ce que c'est pire de faire ça avec un peu d'impact économique forcément, ou de rester sur un déficit à plus de 5% qui a un impact aussi sur les marchés, sur les taux et sur l'économie. Je pense que malheureusement, oui, ça ne va pas être des économies très intelligentes pour 2026, mais c'est sans doute mieux que de laisser filer le déficit si on arrive à faire ça et rester autour de 5%. Pour 2027, je suis d'accord avec vous, ça sera un budget avec des mesures d'économie pour le budget 2027, c'est compliqué. Mais je dirais, en année présidentielle, ce qui est classique, c'est finalement d'avoir un budget voté à l'automne, là il ne le sera peut-être pas, on verra,
qui fait pas grand-chose. Oui. Ensuite, Souvent insincère. quelqu'un arrive au pouvoir Parfois. et à l'été dépose un budget rectificatif. Tout à C'est fait. un peu normal en fait. Un nouveau président veut donner ses orientations et donc on aura sans doute un budget quelque part après Donc le les vrai élections budget législatives sera de celui 2027. De juin-juillet Mais ça, je dirais, 2027. c'est toujours le cas en année présidentielle. Oui, oui, oui. Avec des chiffres de croissance qui sont toujours surévalués, avec on connaît souvent la chose. De moins en moins, si quand même, non Si on reprend la chronique des dernières années, je suis bien placée pour le savoir, les prévisions du gouvernement ont quand même été largement validées ex post. Oui. Il y a un haut conseil des finances publiques qui a Le permis quand même Conseil des finances publiques dit toujours que c'est optimiste, comme il l'a dit l'année dernière sur une prévision à 0,7, comme il l'a dit l'année d'avant sur une prévision à 1%, etc., qui sont en fait la croissance qui a été réalisée ou inférieure à la croissance qui a été réalisée. Donc je défends un peu ma chapelle, mais le gouvernement et le On voit Trésor la ne sont pas réaction si de mauvais en Bercy prévision. face à la Cour des comptes. Voilà. Qui n'est pas sur le plateau pour s'exprimer, mais c'est le jeu. Allez, je voudrais qu'on passe à la rétrospective 2025. On a commencé hier et ça va continuer jusqu'à demain pour les fêtes. C'est toujours intéressant de faire une petite pause pour regarder un peu en arrière. Souvent, rien ne s'est passé comme prévu. Alors, je voulais voir avec vous, les uns et les autres, peut-être commencer par ce que vous estimez être l'événement économique le plus important de l'année. Allez, je commence avec vous, Dorothée Rouzet. Je pense que c'est difficile d'éviter l'éléphant dans la pièce qui est Trump pour cette question. Oui. Donc, Tout le monde était d'accord hier. Ensuite, c'est quelle partie de différents Trump. Moi, si je dois choisir, je dirais même presque plus que Trump avec son grand panneau et les droits de douane sur tout le monde. Moi, ce qui me marque cette année, c'est le début du vrai affrontement États-Unis-Chine. C'est presque la réaction de la Chine. Je dirais sous Trump 1, la Chine avait finalement une posture relativement d'apaisement, on fait un deal, on sait qu'on ne le respectera pas vraiment, mais tout le monde sauve la face, etc. Là, ils sont beaucoup plus entrés dans la confrontation, en montrant les muscles sur les terres rares, en forçant Trump à reculer, etc. Et je trouve que peut-être l'événement marquant de l'année, parce que ça détermine aussi la direction des années à venir, même indépendamment du fait que Trump ou son camp gagne les prochaines élections ou pas, c'est vraiment ce début de l'affrontement États-Unis-Chine un peu à nu, mais qui, je trouve, a été assez marquant dans l'escalade de droits de douane, puis la désescalade. Alors ensuite, chacun dit qu'il a gagné, mais je trouve que quand on refait le match, la Chine a montré qu'elle avait beaucoup plus de leviers en un sens et qu'elle a forcé la reculade. Elle a bien joué, la Chine. Vous trouvez que stratégiquement... force est de constater qu'ils ont forcé Trump à reculer. Ils ont montré, en activant intelligemment, juste au bon niveau, je dirais, les leviers sur les terres rares, que s'ils ont envie de bloquer tout le monde, ils peuvent. Mais ils sont constructifs, ils ne le font pas. Et voilà, ils se posent maintenant en défenseurs du multilatéralisme, ce qui est quand même... Ce n'est pas une menace, c'est une information. C'est quand même assez fantastique de dire les États-Unis bouleversent l'ordre multilatéral, mais nous, regardez, on veut jouer selon les règles, ce qui est un peu fort de café par ailleurs, mais qui est un discours qui porte avec certains pays. Oui. Moi, je trouve qu'ils ont bien joué et que cette confrontation, on va continuer à l'avoir dans les prochaines années. Et je pense qu'on se rappellera 2025 comme l'année où ça s'est vraiment enclenché. Bon, Béatrice Mathieu, même question. L'événement économique. Oui, effectivement, Donald Trump. Donc moi, je prendrais quand même la date du 2 avril 2025, le Liberation Day, avec cette mise en scène incroyable dans la roseraie de la Maison-Blanche. Pour dire que finalement, c'est pas tant cet événement, mais notre naïveté, la naïveté européenne que nous avons eue avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu voir, d'une certaine façon, ce qui allait se passer. Pourtant, les choses avaient quand même été très écrites en amont. Quand on reprend les papiers de Stephen Miran, où il décrit vraiment ce que... Le conseiller économique, un des conseillers économiques de Donald Trump, qui a été récemment nommé au board de la Fed. de la Banque centrale américaine. La séquence avait quand même été assez écrite, et il y a des rapports épais de 800 pages de la Heritage Foundation qui montrent aussi très bien ça. On n'a pas voulu voir. Donc le 2 avril, on était un peu comme les lapins dans le phare de la voiture, totalement ébahis par ce qui s'est passé. Et après, on dit finalement, Trump, il a reculé, voilà. C'est l'art du deal, c'est-à-dire quand vous êtes dans un... Du titre du livre de Donald Trump. Bien sûr, vous êtes face à un marchand de tapis, il vous dit, moi mon tapis il vaut 100, il sait très bien qu'il vaut 25, et puis la négociation s'enchaîne et vous arrivez à 40 ou 50. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Et donc il a fait ça avec tous les pays du monde, donc il y a eu des taux effectivement faciaux
absolument dingues qui ont été annoncées. Et après, des séries d'exemptions avec ses partenaires, d'ailleurs, avec le Canada, mais aussi sur les semi-conducteurs, parce qu'il sait très bien que la machine américaine en a besoin. Et on voit bien que le taux moyen pondéré, en fait, des droits de douane, bon, certes, a augmenté, mais pas dans les proportions qui avaient été Avec cette question qui se pose, il y a deux camps. Est-ce que la Commission a bien ou mal négocié ses accords commerciaux avec les États-Unis, avec un taux global, toute taxe comprise, si je puis dire, de 15%? On est quand même la zone du monde qui s'en sort le mieux. Donc les pro-commission diront Ursula von der Leyen et le commissaire Šefčovič ont plutôt bien bossé. Une majorité estime qu'on s'est couché à ce moment-là. Alors, c'était la fameuse réunion au mois de juillet dans le golfe de Donald Trump en Écosse, où beaucoup ont estimé que l'Europe s'était faite humilier à ce moment-là. Olivier, vous êtes dans quel camp, vous, là-dessus ? Et après, on verra ce qui vous a surpris. Je pense qu'il y a, en fait, vous résumez bien la situation, c'est qu'il y a une dimension politique, une dimension technico, on va dire commerciale. Sur le plan purement commercial, il faut être pragmatique. On a un rapport de force qui est établi, que Trump a établi, certes, qui ne va pas forcément bénéficier aux États-Unis sur le long terme, mais en tout cas, à court terme, c'est comme ça qu'il a établi, où il a remis en cause des règles du jeu qui avaient au fond construit la place des États-Unis sur la scène des nations au cours des 70 dernières années. Et donc là, c'est un petit peu un partenaire qui nous fait défaut et qui nous dit écoutez, je change les règles du jeu, je veux qu'elles soient un peu plus à mon avantage, et à court terme, on est un peu le bec dans l'eau. Et la position, la négociation de la Commission qui a été faite, si on se connaît bien quand même les mécanismes de fonctionnement des institutions européennes, avec l'accord de tous les États. Donc la Commission n'est pas allée seule. Bien sûr, en fait, il a fallu un peu de temps. A été avalisé par les États. Oui. C'est une position pragmatique, mais politiquement, c'est effectivement dur de reconnaître un rapport de force défavorable. C'est-à-dire que là, on se retrouve et en fait, on revit, mais on va dire in vivo, ce qu'écrivait Mario Draghi ou Enrico Letta un an avant dans leur rapport. C'est-à-dire que sur en termes de puissance, l'Europe a des questions à se poser. Et ces réponses, ensuite, elle ne doit pas forcément les chercher ailleurs. Peut-être qu'il faut les chercher au sein d'elle-même, c'est-à-dire dans la construction de son marché, dans ses propres institutions, dans son fonctionnement démocratique. Mais de fait, en tout cas, il y a un sujet de puissance et cette humiliation, entre guillemets, en fait, c'est juste la réalisation, la matérialisation de ce rapport de force qui était sous-jacent mais défavorable à l'Europe. À la suite de cet épisode en Écosse, entre Ursula von der Leyen et Donald Trump, Mario Draghi, au mois de septembre, avait dit cet été, l'Europe a perdu l'illusion que simplement d'avoir le plus grand marché de consommateurs au monde suffisait à sa puissance. Vous vous mettez dans quel camp, Dorothée Rouzet ? Est-ce qu'on a bien négocié ou est-ce qu'on a perdu la face aux États-Unis ? C'est quand même difficile de dire que c'est un bon accord pour l'Europe. Déjà, sur la comparaison des taux, je pense, on dit 15%. En fait, 15%, c'est sur tout ce qui n'est pas dans une autre catégorie. Je pense que quand on compare les pays, il faut tenir compte de toutes les exemptions. Alors, pour le Canada et le Mexique, pour les produits qui respectent l'accord de libre-échange. Ensuite, il y a des exemptions sectorielles, comme sur l'aéronautique notamment. Il y a aussi des droits sectoriels beaucoup plus élevés, comme sur l'acier ou l'aluminium, où c'est 50%, y compris les produits dérivés. Donc, en fait, il faut prendre ensemble tous les droits sectoriels plus élevés, les exemptions, etc. Et quand on fait ça, en fait, l'UE, elle est, je dirais, dans le milieu du panier des pays, a priori, alliés des États-Unis. Quand on prend le Japon, la Corée, le Royaume-Uni, le Canada, le Mexique, en fait, on est plutôt d'accord, donc c'est pas spécifique, avec un droit moyen d'environ 10%. Il y en a qui sont un peu dessus, il y en a qui sont un peu en dessous, mais je dirais le 15% facial, en fait, il faut regarder le détail, parce que parfois, ce qui compte, c'est... parce que le diable est dans les détails. C'est quels secteurs sont vos secteurs forts. Ensuite, sur le pourquoi et au-delà des tarifs, je pense qu'il y a des choses qui sont... je dirais sur la forme qui montre aussi que l'Europe a globalement cédé, sur les promesses d'investissement. Je dirais on a besoin d'investir dans notre avenir, on fait des promesses alors qui valent ce qu'elles valent, mais d'investissement aux États-Unis, d'acheter du gaz, etc., qui montrent aussi un recul. Qu'est-ce qu'on a payé là ? Je pense qu'on a payé des choses qui n'ont rien à voir avec les droits de douane, qui sont notamment notre faiblesse militaire. Et en partie, je pense que c'était aussi pour garder les États-Unis à bord sur l'Ukraine qu'on a cédé sur le plan commercial.
Et on a payé aussi un peu les divisions internes et le fait qu'on est 27 et qu'il faut être d'accord et que certains pays sont plus court-termistes sur les risques de représailles. Des intérêts divergents, tout simplement. N'ont pas voulu escalader. Et quand certains veulent escalader et pas d'autres, à la fin, on s'aligne aussi sur la moyenne. Donc, et pour parler très clairement, les Allemands qui vendent des machines-outils et des voitures aux États-Unis. Donc de dire la stratégie de on est prêt à avoir un peu plus mal à court terme pour entrer dans un rapport de force, il faut être d'accord pour l'engager. Et si on ne l'est pas et qu'on expose nos divisions, quand on négocie divisé, forcément, on est plus faible dans la négociation. Donc après, c'est aussi notre travail en tant qu'Européens de se dire on se montre plus unis, plus soudés, parce que en fait ça c'était le round 1, mais il y aura d'autres épisodes avec les États-Unis qui reviennent déjà largement à la charge sur les pharma, sur le numérique, etc. Il y aura sans doute deux épisodes avec la Chine, donc il faut aussi un peu en tirer les leçons. Oui, la Chine d'ailleurs qui aujourd'hui impose de nouveaux droits de douane sur les produits laitiers, crème, fromage, etc. On pense à nos amis normands. Olivier, il ne restait plus que vous, l'événement marquant. Moi, je vois une perspective plus nationale, en fait. Moi, je pense que l'événement le plus marquant, c'est l'abandon, la suspension de la réforme des retraites. Oui. Et de manière générale, alors en fait, une série d'événements qui peut-être commencent lors du discours, lors de la présentation de François Bayrou le 15 juillet, qui a été suivi par son vote de confiance, et puis par les péripéties autour de la nomination du gouvernement Lecornu. Et au fond, avec ça, de mon point de vue, on remet en cause, on va dire, 15-20 ans de politique et de consensus politique pro-réforme en France. En fait, si on regarde, on peut remonter sans doute à 2005, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, mais quel que soit le gouvernement, droite ou gauche ou centre, on avait eu une forme d'orientation générale, alors parfois avec des digressions, des petits changements momentanés, notamment au moment des élections, mais qui étaient favorables à la réforme. Notamment sur les retraites, effectivement. Les efforts qui avaient été faits avant par les précédents gouvernements, c'était sur les entreprises, sur la responsabilité budgétaire, au fond. Oui. Même si ça ne nous a pas forcément gagné, en fait, ça ne se voit pas forcément en termes de ratio dette sur PIB, mais globalement, en fait, il y avait un consensus qui était à la fois pro-entreprise, pro-réforme et pro-stabilité fiscale. Et en fait, tout ça, c'est un peu tombé à l'eau. Et ça, c'est un motif d'inquiétude assez majeur pour la suite. Alors, je ne vais pas rentrer dans 2026 parce qu'on va en parler plus tard. Oui. Mais globalement, nous, quand on voit les chefs d'entreprise, en fait, c'est ça qu'on ressent au fond. C'est-à-dire, ils étaient surtout depuis 2017, ils étaient un peu coucounés. C'est-à-dire, en fait, ils sentaient qu'on avait des gouvernements successifs qui étaient pro-entreprise, pro-offre, qui n'allaient pas forcément augmenter les prélèvements obligatoires et qui avaient plutôt même tendance à les baisser. Et là, en fait, il y a eu une claque terrible qui s'est abattue sur en 2025 avec la surtaxe IS, mais surtout avec les annonces 25 milliards de hausse d'impôts. D'où d'ailleurs des expressions. Alors il y a eu ce rassemblement de la semaine dernière, trop c'est trop, où les patrons en fait se sont collectivement plaints, ou en tout cas ont manifesté leur incompréhension. Nous-mêmes à Rexecode, par exemple, on est en train de développer de nouveaux services parce qu'on se rend compte que il y a besoin du côté des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise, de s'exprimer dans le débat public, mais aussi de décrypter davantage, parce qu'en fait, ce qui était quelque chose qu'on avait mis un petit peu de côté en se disant, de toute façon, les gouvernements successifs ont fait le job, on n'a pas forcément besoin de s'exprimer ou autre, mais là, en fait, il faut vraiment refaire valoir nos intérêts, alerter sur les conséquences sur notre activité, sur l'emploi, et surtout comprendre où on va, parce qu'il y a aussi cette dichotomie avec d'un côté une ambiance anxiogène, des annonces, on l'a vu au moment du débat parlementaire, qui se chiffrait en dizaines de milliards des impôts dans tous les sens. D'impôts de plus, et puis en fait on se retrouve de toute façon sans PLF aujourd'hui, et donc il n'y a pas de mouvement sur les impôts, même il y a une baisse d'impôts pour les entreprises par rapport à 2025 si on prend la surtaxe exceptionnelle SDS qui réduit. Donc de fait, en fait, il faut les aider à naviguer dans tout ça. Bon. Ce sera le mot de la coupure, aider les chefs d'entreprise à naviguer dans ce monde flou. On continue la rétrospective 2025 pour essayer d'éclairer 2026. Ne quittez pas, on se retrouve après une très courte page de pub.